Um, this session is a little particular because it's on the application of AI and technologies in general in the context of cities. And we wanted to, when we designed this session, we wanted to see both at the level of normal AI applications which are presented in the other track in parallel to this one here, and at the local government and governance levels, what are the best cases and case studies that we can learn out from. So basically, in this track, we have before you see what you will be seeing, we have done a lot of work to investigate what could be those cities in Morocco that can have this status of smart city. So a number of them emerged in the literature, such as Znata, such as Berkane, such as Casablanca, such as Rabat, Ifrane, and so we carefully looked at the different possibilities, and we chose a couple of them as those who are learningful, in the sense that we are going to learn something out of each of the cases that will be exposed here. And in this simple of smart cities that will be presented, we have two extremes. The first extreme with the technology, and that's smart city. And on the other extreme, smart city is technology, but also is well-being of people, of citizens. So let's start with that. And if technology can help, then why not deploy it in and for the good and well-being for citizens? And I'll let you see these two extremes and some in the middle. Does not mean that one is better than the other. It just means that this is the reality and how we are dealing with smart cities all over the world. Some people think that if we deploy technology and infrastructures and radars and sensors, we have a smart city. Some others will tell you no. A smart city is smart by its population, by its infrastructure, but by its communication, and. So we have three. I must also say that we have invited Casablanca Smart City, but they declined. We insisted and they declined. We don't know why. And that we also invited Safro, and they accepted, and then they declined. But they were already in the program, so I asked my colleague Huda to talk on behalf of them, to say what she knows about this program. So we are thankful to Berkane, because they are with us and they wanted to come with us, and we are proud of them. So they will be our first case. And without further ado, I will ask my friend Nassima Tabloul to come to the podium and make her presentation. I saw earlier in the break that Nassima is stressed. There is no meaning for you to be stressed. You are the one who knows more than anyone else about this project. So all what we want is that you share with us some of what you know. Donc il n'y a pas de raison d'être stressé. Vous nous parlez, on est des amis et on est sûr qu'on va apprendre beaucoup de choses de vous. Merci beaucoup. Salam alaikum. Donc merci beaucoup pour les encouragements, parce que en fait je suis stressée tout simplement parce que je suis dans une instance de scientifiques, de chercheurs, de savants de la matière. Et donc, notre expérience, ça reste quand même une expérience modeste au niveau d'une administration territoriale. Et malheureusement, qui avait une certaine vue négative sur l'administration territoriale. C'est pourquoi j'ai un challenge aujourd'hui pour prouver le contraire, pour dire qu'on peut faire beaucoup de choses au niveau des administrations.
Donc, je suis Nassima Tabloul, je suis chef de la division de la gouvernance numérique intégrée à la province de Berkane et très honorée, très émue et très heureuse aujourd'hui de partager avec vous notre expérience en matière de transformation, non seulement digitale au niveau de la province de Berkane, mais aussi au niveau éthique, managérial, organisationnel, même aussi spatial. Quoique ma présentation portera surtout sur le volet digital de la chose que nous avons entamé il y a 5 ans maintenant. Bien sûr, c'est pour mettre Berkane sur les rails vers la ville du futur, la Smart City. Mais avant de commencer, permettez-moi de confirmer ce qu'a dit monsieur le professeur et aussi monsieur le gouverneur hier et de continuer sur sa vision. Donc, permettez-moi de m'arrêter un tout petit moment sur la question basique ou bien la définition basique de la Smart City. Est-ce que vraiment Technology plus City equals Smart City? En fait, comme a dit monsieur le professeur, donc chacun a ses convictions. Et d'après notre humble et modeste expérience, mais cette définition reste peu mature. Surtout dans ces temps où les crises se succèdent et où le risque a laissé sa place à l'incertitude. En fait, la question de la Smart City est beaucoup plus grande et va au-delà du numérique. Et lorsqu'on parle de Smart City, c'est le terme smart, c'est-à-dire l'intelligence qui prime. C'est l'intelligence à innover et à développer au-delà de la simple intelligence numérique, bien sûr abreuvée par les technologies innovantes. Étant très consciente de ce fait, donc la province de Berkane a fait un petit recul pour voir les expérimentations qui ont été menées au niveau national, mais aussi à l'international. Et la première déduction que l'on a fait est que si les Smart Cities semblaient au fait réservées aux grandes villes, à l'instar de Casablanca, de Rabat, de Tanger, etc. Bien sûr, ce sont des villes dont on est très fiers, mais parfois il y a une confusion, c'est que la Smart City, c'est-à-dire une grande ville. Et d'après notre humble expérience, on peut dire que la Smart City est beaucoup plus accessible, beaucoup plus réussie lorsqu'on parle de petite échelle. Parce qu'une petite ville ou bien un petit territoire est beaucoup plus maîtrisable, et maîtrisable bien sûr à travers la donnée sur laquelle on va travailler pour parler de Smart City. Donc, c'est être à l'échelle territoriale, à la petite échelle, c'est le seul moyen pour confronter véritablement les problématiques environnementales, économiques et sociétales, bien sûr, en développant une intelligence spécifique à ce strate du millefeuille territorial, une intelligence marquée surtout par l'initiative et l'audace de prendre l'aventure. Donc, c'était une intelligence spécifique avec un objectif ultime, c'est celui d'opérationnaliser l'action de gouverner les territoires à partir d'instruments de l'action publique, tout en se fiant à une fine connaissance de ce territoire à développer et des comportements individuels et aussi collectifs de ses usagers. Et lorsque je parle d'usagers, je parle aussi des citoyens, mais aussi des entreprises, de la société civile, etc. Donc, au-delà des gadgets technologiques, à savoir les bâtiments connectés, les Fab Labs, le Smart Grid, etc., en fait, la Smart City n'est pas un gadget fantasmé autour d'une ville technocentrée. Et qui n'offre finalement que peu de valeur ajoutée aux citoyens et à le groupe social qui l'occupe. Et surtout aux services publics qui leur sont octroyés. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen marocain, ou plutôt dans tout le monde, ne réclame pas le fait du manque de smart parking ou bien de bâtiments connectés, mais il refuse catégoriquement qu'il soit à chaque fois baladé et mis à distance lorsqu'il côtoie les comptoirs et les guichets de l'administration territoriale ou bien de l'administration publique en général, avec un service médiocre, avec une indifférence vis-à-vis de ses préoccupations et aussi avec un certain manque de respect de son temps et de ses moyens. Donc la question de la Smart City, c'est surtout autour d'un nouveau concept de gouvernance. Bien sûr, une gouvernance qui est basée sur le digital, bien évidemment, parce que c'est le seul moyen pour mettre fin aux dysfonctionnements existants, mais c'est surtout un mode de gouvernance qui est capable de prendre en considération les changements profonds et surtout transversaux des sociétés qui veulent changer, surtout dans cette ère de globalisation. Donc, heureusement, beaucoup de collectivités et de villes sont conscientes qu'il y a des choses à faire, mais elles ne savent pas par où commencer. Et d'ailleurs, c'était notre cas il y a 5 ans maintenant. Mais permettez-moi de vous dire, d'après notre expérience, qu'il y a un vrai problème de la culture de la donnée et de l'appréhension de ces grands usages auprès des décideurs publics. Donc, un territoire méconnu, c'est un territoire est impossible de transformer comme il faut. Donc,
pour le transformer, il faut absolument le connaître à travers un partage de connaissances territoriales dans une vision de Open Innovate, dans une vision coproduite avec tous les acteurs territoriaux. Et bien évidemment avec une grande conviction que la modernisation des territoires doit nécessairement passer par celle des administrations qui les occupent et qui les dirigent plutôt en parfaite concertation avec le groupe social qui l'occupe, dans une manière construite, comme je viens de dire, Open Innovate, grâce à une connaissance partagée du territoire. Donc la concertation, la collaboration, la participation, l'échange, le dialogue entre tous les acteurs territoriaux, c'est très important pour parler de Smart City. Alhamdoulilah, je vous cache pas, ou vraiment je vous assure que au niveau de la province de Berkane, on vit une certaine dynamique assez singulière. Donc c'est la première fois qu'on voit lors de la décision, lors des réunions de Monsieur le Gouverneur, tous les acteurs territoriaux sont réunis autour de la même table. On parle avec la même référence parce qu'on a la même data pour laquelle on a accès. Donc, une fois cet effort de compréhension fait, il est donc possible de s'organiser, de monter en compétence sur la data et sur les questions de gouvernance et les stratégies, bien sûr, d'une vraie transformation sur, par et pour le territoire, ce qu'on appelle la géogouvernance. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est prêt alors de parler d'aventure de la Smart City. C'est d'ailleurs le chemin qui a été emprunté par la province de Berkane, donc à travers son grand projet, le Biggest Berkane Inclusive Good Governance Eco, Sustainable and Smart Territory. Donc c'est une vision originale de Monsieur le Gouverneur. Je pense qu'il en a déjà parlé hier, mais c'est un vraiment grand projet avec beaucoup de composantes, mais je préfère passer directement à l'un des axes de ces biggest-là, et c'est la Smart Governance, sur laquelle j'ai personnellement travaillé avec mes équipes. Bien sûr, le biggest et aussi toutes les composantes ont pris en considération le contexte national, mais aussi international, notamment les orientations royales, ou plutôt les reproches royaux dans pas mal de discours, ou surtout lorsqu'il établit le différentiel entre le secteur public et le secteur privé. D'ailleurs, nous sommes très similaires parce que en nous produisant des produits, nous avons aussi des ressources humaines, nous avons des ressources financières, et pourtant, le secteur public, il est productif, alors que le secteur public, il est stérile. Donc, ces reproches ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, et alors on l'a pris en considération, parallèlement aux stratégies nationales et sectorielles, bien sûr, parce que je pense que ce gouverneur a déjà mis l'accent que son approche, c'est surtout une approche bottom-up. Donc, comme je viens de dire, on démarre du territoire, comprendre le problème et aller vers le haut. Et non pas une stratégie qui est top-down. Bien sûr, c'est pris en considération parce qu'on est dans une même nation, mais chaque stratégie a une spécificité par rapport au territoire sur lequel elle va être concrétisée. Donc, le nouveau modèle de développement a été très bien révisé et pris en considération lors de la conception du Biggest. Les documents de planification stratégique que vous savez, donc le SRAT, le schéma régional du développement des territoires, de l'aménagement des territoires, les PDP, les PAC des communes, etc. Bien sûr, c'est une approche, c'est surtout human-centric et non pas technocentré, comme je viens de dire, étant conscient que la technologie, c'est le moyen et non pas la finalité. Alors, rapidement, je passe sur certaines composantes du Biggest. Donc, il y a beaucoup de composantes. Il y a la Grille Lab, le Living Lab, le complexe Majal. C'est un grand complexe qui est le fruit de cette synergie et de cette transformation que nous avons entamée. Mais il y a surtout le STGNI parce que c'était notre point de départ au niveau de l'administration territoriale. Alors, le STGNI, c'est le schéma territorial de gouvernance numérique intégrée. Et on a préféré de parler de schéma territorial parce que vraiment, au début, on n'a pas développé un certain schéma directeur. Donc, on n'a pas documenté un schéma directeur. Nous avons un schéma avec une vision, avec des objectifs, avec une feuille de route, mais pas à l'échelle d'un schéma directeur de toute une ville. C'est pourquoi nous avons préféré de parler de schéma territorial de gouvernance numérique intégrée, qui, heureusement, aujourd'hui, on arrive à faire un retour en arrière pour mieux documenter notre vision.
Donc, rapidement, permettez-moi de citer certains objectifs stratégiques du STGNI. L'objectif phare, c'est de sortir de cette image stérile de l'administration. On voulait jouer le rôle au-delà de l'administration territoriale, connue pour les certificats administratifs, pour certains services du RAMED ou bien du passeport, etc. On voulait jouer le rôle de locomotive, de levier de transformation, non seulement au niveau de l'administration, c'est-à-dire au gouvernorat, le siège ou bien les annexes administratives, mais au niveau territorial. Pourquoi? Parce que tout simplement, monsieur le gouverneur a une certaine casquette très robuste et très forte. Pourquoi? Parce que l'article 145 de la Constitution, il stipule qu'il a tout le droit de coordonner, de veiller à la coordination et à la cohérence de l'action publique au niveau territorial. Pourquoi? Parce que c'est le représentant du Premier ministre et donc de tous les ministres. Et c'est un outil extraordinaire qui nous a aidés pour d'abord la collecte de la donnée et aussi pour jouer le rôle de cockpit de cette transformation. Donc le premier objectif stratégique, c'était la création de cette synergie locale basée sur la concertation, comme j'ai déjà dit, le partage des connaissances et des idées, la consultation et le débat équilibré entre les acteurs territoriaux. Donc, on débatte avec les décideurs, avec les élus, avec les usagers, à travers surtout la société civile, avec les citoyens et aussi les experts, surtout académiciens. Et la coproduction négociée de solutions adaptées aux besoins spécifiques du territoire. Donc le deuxième plutôt objectif stratégique, c'est la réconciliation des échelles. Pourquoi? Parce que vous savez que le citoyen, il est toujours confronté à une complexité lorsqu'il veut avoir un produit ou bien un certificat. Donc notre rôle, c'est de réconcilier ces échelles et masquer cette complexité et rénover cette dynamique conversationnelle avec les citoyens. Notre vraie invention ou bien notre vraie intelligence ou smart, c'est cela. C'est inventer la relation citoyenne et non pas de la technologie ou bien innover des produits. Donc c'est cette dynamique conversationnelle qui est au centre de notre préoccupation avec le citoyen grâce à des plateformes numériques capables de mettre en cohérence les attentes de proximité, c'est notre premier rôle, et de transparence, c'est la chose la plus recherchée par les usagers. Donc le troisième objectif, c'est porter une stratégie numérique transversale, mais c'est surtout autour de la donnée et non pas de la technologie, avec de nouvelles méthodes de collecte, et on va en parler tout à l'heure, parce que c'était là où il y avait le génie de monsieur le gouverneur, de vérification, de visualisation et de communication de ces informations, confrontant l'observé et le penser, et profitant du pouvoir pour mieux servir le citoyen et le territoire. Donc c'est un pouvoir que vous allez voir tout à l'heure qui a été très bien exploité par monsieur le gouverneur. Et bien évidemment, c'est valoriser l'identité et les potentialités du territoire et valoriser surtout l'image de marque de l'administration territoriale. Donc, rapidement, permettez-moi de vous parler des trois éléments fondamentaux sur lesquels on s'est basé pour mener, ou bien comme axe de gouvernance de notre projet STGNI. Donc, trois éléments très simples. L'innovation, la data et l'approche participative basée sur le citoyen et non pas sur les groupes d'intérêt. Et c'est très important. Et traditionnellement, parler d'innovation ou bien l'innovation par le secteur public, comme j'ai déjà dit, c'est vu comme un oxymore. C'est comme si le secteur public n'a pas le droit plutôt ne peut pas innover. Et c'est vrai, parce que traditionnellement, il représente un monopole, manquant ainsi d'incitation concurrentielle à innover. Et aussi d'un point de vue politique, lorsqu'il y a beaucoup de reproches vers un gouvernement par les partis d'opposition ou bien par les médias, ça consiste une vraie barrière à la prise de risque. Et aussi d'un point de vue organisationnel, on sait très bien que les bureaucraties, ils agissent de façon à donner, de façon stable, un service aux citoyens. Donc c'est tout à fait normal. Mais la province de Berkane voulait casser ça. Et dire qu'on peut innover, comme j'ai déjà dit. Donc, on va sortir de la zone de confort, bien évidemment, parce que ce n'est pas évident de mener une telle expérience au niveau de Berkane et non pas au niveau central, avec beaucoup moins de ressources financières, humaines, bien d'autres contraintes. Mais bon, on a voulu prendre ce challenge. Et on était devant 4 défis majeurs. Donc, le premier défi, c'était le défi de la donnée, qui malheureusement, il n'existe pas. Au niveau national, ça n'existe pas, et surtout au niveau territorial. Donc, on ne savait pas par où commencer, qu'est-ce qu'on va collecter et comment le faire. On avait aussi le défi des compétences, parce que
on n'a pas les moyens de recrutement, on n'a pas les profils d'aujourd'hui, c'est-à-dire les data scientists, les programmeurs, etc. Donc comment on va faire dans un projet de transformation digitale? Donc c'était là le défi de Monsieur le gouverneur pour mettre en lumière et valoriser les compétences qui existaient déjà. Et d'ailleurs, j'étais l'une des ressources humaines qui malheureusement a été mal affectée lorsque j'étais affectée à la province de Berkane et dans un service de ressources humaines alors que j'étais ingénieur de l'IMPT. Donc c'est grâce à Monsieur le gouverneur que j'ai eu la renaissance. Donc il y avait aussi le défi des solutions parce que, comme j'ai déjà dit, on ne savait pas par où commencer, quelle technologie adopter, comment les déployer, donc tout un défi. Et le défi, bien sûr, de fondation, c'est la fondation d'un socle numérique capable de fournir un environnement numérique sécurisé et ouvert, bien sûr, parce qu'on parle de Smart City, et performant. Donc, de façon très résumée, notre Smart Governance s'appuie sur 3 composantes majeures. Tout ce qui est géogouvernance, et là, c'est surtout la notion de la composante géographique dans la prise de décision, tout ce qui est dématérialisation, et le terme est bien clair, et tout ce qui est interopérabilité entre les acteurs publics locaux, mais c'est surtout l'interconnectivité entre ces acteurs-là. Donc, permettez-moi de commencer par la géogouvernance, où l'information spatialisée est au cœur du processus décisionnel. Et je veux dire ici que c'était la plus grande force et la plus grande réussite de la province de Berkane, parce que c'est la première fois où nous avons fait preuve que les SIG qui ont été réservés pendant longtemps à des secteurs très spécifiques, c'est-à-dire le cadastre ou bien la conservation foncière, etc., ou bien c'est-à-dire les métiers techniques, on peut les utiliser de façon très ingénieuse au niveau d'une administration territoriale. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen pour maîtriser le territoire tel qu'il est, surtout pour un gouverneur, mais c'est surtout pour la prise de décision rationnelle. Donc c'est la raison d'être du système d'information géographique intégré provincial au niveau de Berkane. C'est un SIG assez original. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il est basé sur le drone map et non pas sur l'image satellitaire. Et donc chez nous, au niveau de la province, on utilise le drone de façon quotidienne, plutôt parfois c'est 20 heures sur 24 heures, pour le ratissage quotidien de tout le territoire, de façon continue, pour avoir une vraie représentation du territoire. C'est une information qui est remontée du terrain grâce à 260 tablettes affectées à l'autorité, et c'est une première aussi. C'est la première fois qu'on voit des mqaddem, des chirs, des qaïd, des pachas qui utilisent des tablettes pour remonter de l'information en temps réel du territoire. Bien sûr, ces 260 tablettes aussi ont été affectées sur les métiers comme l'ONE, comme l'ONEP, etc., dans une vision du win-win. On vous donne, on vous outille, on met à votre disposition un système, mais contrepartie, vous nous donnez de l'information qui est par la suite repartagée avec vous. Donc, grâce à cette vision, nous sommes aujourd'hui à 300 couches d'informations multisectorielles, tout datasets, donc tout ce qui est voirie, programme de développement, recensement, point d'intérêt, occupation de sol, etc. 600 000 enregistrements, presque, avec une data qui dépasse 5 Tera aujourd'hui, et beaucoup plus de 12 analyses, parce que c'est assez ancien ce chiffre, donc des analyses spatiales, mais aussi statistiques qui ont puisé de ce système d'information géographique intégré. Donc, permettez-moi de vous donner rapidement quelques couches de base sur lesquelles nous sommes basés au niveau de la province de Berkane. Donc, la première couche d'information très, très importante, c'est le découpage. Et lorsque je parle de découpage, ce n'est pas seulement le découpage provincial ou bien communal qui est très connu au niveau du bulletin officiel, par exemple, ou tout, mais c'est un découpage qui arrive jusqu'à la plus petite entité qui est le secteur, c'est-à-dire où le shir, il est responsable. Donc, la province, divisée en pachalik et cercle, chaque pachalik, ce sont des annexes administratives, c'est-à-dire muqata'at, et chaque muqata'a ou bien annexe administrative, c'est divisé en secteurs. Nous sommes à 189 secteurs avec toutes les données attributaires y afférentes. Donc, et bien sûr, ce traçage-là a été fait sur 1829 km² que représente la superficie de la province. Parmi les couches très importantes, et pour l'analyse surtout, c'est un recensement que nous avons fait en 2018. C'était un recensement qui a été fait de façon indirecte de la population avec plus de 40 champs d'informations pour chaque point géolocalisé. Et heureusement, ça fait preuve de réussite. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de montrer ici quelques chiffres qui montrent à quel point nous sommes très cohérents avec les chiffres du RGPH, bien sûr, qui ont été projetés
sur 2018. Donc, vous pouvez voir, par exemple, pour le nombre de ménages ajustés, c'est 62 000. Plutôt, oui, c'est 62 000. Et aussi pour l'estimation des ménages selon le RGPC, c'est 67 000. Aussi pour la taille des ménages, c'est 4,4 selon le RGPH et c'est 4,74 pour notre propre recensement. C'est très information, cette information-là. Pourquoi? Parce que lors des analyses, on fait des analyses par rapport à la géolocalisation de la population et non pas par rapport au centre de Ouar ou bien au centre de la ville. Et donc, les calculs sont faits par rapport à chaque point du territoire, occupé bien sûr par les habitants. Parmi les couches de base aussi, ce sont la mobilité de transport, tout type confondu, urbain, interurbain, transport mixte, transport scolaire, les grands taxis, petits taxis, tout est géoréférencé avec les données bien sûr. Et il y a les équipements de base, surtout de l'éducation, donc tout ce qui est préscolaire, tout ce qui est primaire, collège, lycée, et avec les bassins qui est affluent de chaque point. Bien sûr, on travaille ces couches-là avec le métier. Donc, on travaille l'éducation avec l'éducation, tout ce qui est réseau d'assainissement avec l'ONEP, tout ce qui est, etc. Donc, ce n'est pas une donnée collectée par nous-mêmes. Donc, tout ce qui est base de santé, donc les structures de santé, les hôpitaux, les centres de santé de toutes catégories, les maternités, et vous pouvez voir les petites cartes en bleu et en violet. Ça a permis de montrer les bassins affluents pour chaque centre de santé, mais ce qui est en gros, c'est l'analyse de la proximité de la population par rapport à ces centres de santé-là pour voir et pour planifier et cibler les programmes de construction, par exemple. Aussi, par exemple, les stades, les centres de proximité du sport, etc. Il avait une importance capitale lors de la conception de l'école de foot d'Yann Nahda, que vous connaissez certainement. Donc, on avait besoin d'une information très pointue. C'est les écoles primaires par rapport aux centres de proximité du sport, les CSSP. Pourquoi? Pour calculer les distances, pour calculer le temps, pour voir comment diviser les équipes par rapport aux écoles, par rapport aux stades, etc. Donc, et là, on arrive à l'analyse. Il y a différentes analyses dans ce sens, parmi lesquelles nous avons l'analyse de la desserte en voie revêtue. Vous pouvez voir que nous avons une catégorisation très, très minutieuse. Les routes classées, donc classées urbaines, même les pistes agricoles, même les pistes forestières, toute donnée relative à la voirie a été analysée. Et là, on peut voir certaines analyses par rapport à la proximité, surtout en monde rural, de la population par rapport à la voirie. On peut voir les voisinages inférieurs à 100 mètres, entre 100 et 500 mètres, etc. Et c'est très bénéfique, surtout pour la planification des routes au niveau régional, mais aussi au niveau provincial, c'est-à-dire par le conseil provincial ou les conseils régionaux. Donc, il y a aussi l'analyse de la desserte en réseau électrique, puisque nous avons les couches relatives à tout ce qui est réseau électrique, basse tension, moyenne tension, haute tension, les centres de transformation, les pylônes, les poteaux électriques, tout est recensé sur le système. Et donc, grâce à la superposition de différentes couches, notamment de la population, et grâce aussi à une autre enquête digitalisée sur terrain, on a pu détecter les douars ou bien les quartiers qui sont sous-équipés en électricité. La même chose pour l'eau potable, donc l'accès à l'eau potable. Et là, il y a un énorme avantage parce que nous avons, alhamdoulilah, pu couvrir ce besoin-là grâce à cette analyse. Par rapport aussi aux écoles, donc les mêmes analyses, ce sont juste des exemples d'analyses et je voulais prendre des analyses assez simples pour vous rapprocher de l'utilité de la chose, même si ça paraît simple, mais l'impact est énorme lors de la prise de décision. D'ailleurs, on avait beaucoup de divergences et de manque de cohérence entre, par exemple, la construction des écoles primaires par l'éducation et aussi par l'INDH, mais aussi par la société civile. Et parfois, on se trouvait sur le même territoire avec 3 écoles, et là, alhamdoulilah, on est arrivé à mettre fin à cette incohérence.
Parmi les choses les plus importantes aussi, c'est une enquête géolocalisée que nous avons entamée à l'année 2018 et mise à jour à la fin de 2021. C'est le recensement des personnes à besoins spécifiques, porte à porte, avec les données y afférentes. Et vous pouvez imaginer à quel point ceci a été expérimenté, ou plutôt exploité par les décideurs. Cette enquête a été faite bien sûr en concertation, comme j'ai dit, avec la société civile, avec la santé, avec l'autorité, et avec le conseil régional et bien d'autres. Et là, on a des cartes thématiques par rapport à chaque maladie. Par exemple, les autistes, où existent-ils, les handicaps, par exemple, tout type d'handicap, et aussi si ce sont les femmes, ce sont les hommes. Et nous avons détecté où les douars ou bien les communes qui sont plus atteintes par ce problème-là. Et là, on va mener, Inch'Allah, une enquête. Pourquoi ces territoires et non pas d'autres? Beaucoup d'utilisation du système d'information géographique, parmi lesquelles deux choses qui sont assez originales au niveau ici de la province de Berkane, c'est grâce au drone map. Donc grâce à l'image de drone que nous faisions chaque jour, on peut détecter les changements en matière de construction. Donc nous avons une approche proactive, on détecte les changements, on fait des rapports, on partage avec l'autorité bien avant. Et pourquoi? Parce que l'autorité n'a pas la vision, ou bien la visibilité plutôt, de façon verticale. Donc on l'assiste de façon proactive, de sorte à ce qu'elle prenne mesure avant que la maison soit déjà construite. Donc aussi, le système d'information géographique a donné naissance à un indice de disparité territoriale. Et là, il y avait un grand effort de réflexion où nous avons superposé plus de 30 couches d'informations pour essayer de trouver un indice unique qui permet de mesurer le degré de défavorisation du territoire au niveau de Berkane et surtout au monde rural. Alors c'est un indice avec deux composantes. La première composante, c'est socio-économique et puis socio-environnementale, et chacune a une note sur 10, puis nous avons un indice sur 20. Croyez-moi que cet indice a servi énormément lors du filtre et lors de la priorisation des projets qui vont être menés au niveau du territoire. Pourquoi? À chaque fois que, par exemple, le conseil provincial, ou bien c'est surtout les élus qui proposent des projets, et là, il y a ce entonnoir-là et ce filtre pour voir est-ce que c'est une réponse à un besoin réel, ou bien c'est juste parce que ce sont des élus, donc ils doivent satisfaire leurs partisans. Donc, c'est un indice. Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque l'INDH veut faire une école ou bien un centre de santé, il nous donne le projet. Alors, on fait la note sur 20 pour voir est-ce qu'il est méritant ce devoir-là. Et par la suite, on donne la note aussi sur 10 par rapport à cet axe d'intervention de l'INDH. Si c'est sur l'eau potable, donc c'est quoi la note de ce devoir par rapport à l'eau potable? Si c'est ça, etc. Donc, bien sûr, d'autres paramètres entrent en jeu, mais en fin de compte, c'est une décision qui est objective. Le système d'information géographique a été utilisé beaucoup lors de la crise sanitaire, donc soit pour la distribution des denrées alimentaires. En temps réel, monsieur le gouverneur suivait la distribution, donc selon les couleurs des points, si c'est en rouge, si c'est en vert, etc. Et aussi lors du bouclage des secteurs. Donc lorsqu'il y avait un foyer, ou bien un foyer, c'est-à-dire qui était atteint par le Covid, donc on devrait cercler le quartier, mais il y avait un critère très critique, c'est l'autosuffisance. L'autosuffisance en épicerie, en pharmacie, en docteur, etc. Donc, grâce au système d'information géographique, on a pu faire ces plans de bouclage de façon très réaliste. Bien sûr, toutes ces données, ils donnent des tableaux de bord extraordinaires, interactifs, et surtout lors du Covid, parce qu'on travaillait 24 sur 24 avec le système d'information géographique pendant plus de 4 mois. Donc, c'était tout à propos de la géogouvernance ou bien la composante géographique. Et je passe sur la deuxième composante, mais rapidement, c'est la composante de la dématérialisation. Vous savez, on ne peut pas parler de transparence sans parler de dématérialisation. C'est la seule façon, comme a déjà été dit par les professeurs bien avant moi, pour éliminer l'interface homme-homme. Donc, mais avant d'entamer le processus de dématérialisation au niveau de la province, presque 1 année et demie a été réservée pour se repositionner et s'interroger sur soi-même. Qui sommes-nous? En tant qu'administration territoriale, nous sommes amenés à faire quoi?
à donner des certificats seulement, ou bien à contrôler, ou bien à veiller à la paix, ou bien à l'ordre public. Non, c'était là. Alors il y avait un comité multidisciplinaire conseillère de Monsieur le gouverneur. Donc on faisait... Oui, 5 minutes, d'accord. Donc, on faisait le listing des tâches, les missions à la lumière de la Constitution et de la loi pour, en fin de compte, schématiser, documenter tous les workflows que nous avons à la province. Et là, on a commencé la priorisation des workflows à digitaliser. Donc, beaucoup de choses ont été digitalisées, mais rapidement, ils sont catégorisés en 6 catégories. Donc, les plateformes applicatives transverses entre tous les acteurs, le quotidien de l'agent d'autorité, et c'est une première aussi au Maroc, les enquêtes digitalisées bien évidemment, l'intranet collaboratif c'est pour aller vers les bonnes pratiques du privé, les services orientés citoyens et les solutions métiers. Rapidement donc, parmi les solutions phares qui ont bouleversé vraiment le mode de fonctionnement au niveau de la province, c'était le courrier qui est devenu tout à fait dématérialisé, non seulement au niveau de la province, mais aussi entre les services déconcentrés. Il y a la plateforme numérique de suivi de projet. Aussi, c'est une plateforme qui a aidé de mettre fin à beaucoup de malintentions parfois malheureusement des fonctionnaires. Donc là, il y a une validation de la sortie des techniciens sur terrain grâce au tag du temps, aussi des XY, pour voir est-ce que vraiment ils sont sur place ou non. Et bien sûr qu'elle prend en considération non seulement le projet, mais surtout le marché, depuis le marché jusqu'à la réception définitive. L'intranet collaboratif, c'est une première aussi au niveau de la province de Berkane. Donc, il y a on a essayé d'utiliser certaines méthodes managériales du privé. Et il y a surtout cette solution-là, c'est la solution de la fenêtre citoyen. C'est le corollaire ou bien c'est le fruit de tous les efforts. C'est la première fois qu'on a établi une fenêtre qui propose des services électroniques au profit des citoyens, notamment la déclaration de perte des passeports, les réclamations, la prise de rendez-vous auprès du gouvernorat, les certificats administratifs, surtout de résidence et de naissance, et bien d'autres. Mais cette fenêtre, elle a été conçue de façon à exploiter le système d'information géographique parce que ça demande une inscription de citoyens au début, et l'inscription se fait surtout en spécifiant le quartier. Automatiquement, lorsqu'il spécifie le quartier, il est affecté au secteur, au caïd, à l'annexe administrative selon le système d'information géographique pour qu'il soit validé. Est-ce que vraiment il habite ou non? Et par la suite, on valide les autres données demandées. Donc, une autre version sous forme mobile a été aussi mise à la disposition de l'autorité surtout. Et finalement, je parle de la solution mobile Shaharat Mouatina qui a eu le prix de l'UN Habitat. Je pense que M. le gouverneur en a déjà parlé ici. C'est une sorte de crowdsourcing à travers les citoyens pour relever et pour remonter les dysfonctionnements. D'accord. Donc, je vais parler juste de ça avant de terminer. Donc, il a été utilisé de façon... Lorsqu'on prend la photo du fonctionnement, automatiquement, grâce au XY, il est affecté à l'autorité pour voir ceci. Et automatiquement, grâce à la catégorie choisie, il est affecté à l'entité qui doit résoudre le problème. Donc, heureusement, on a eu le prix de l'UN Habitat dans ce sens. Et aussi, dernièrement, on a eu le prix de I3E Smart City pour le Smart Waste. C'est un nouveau volet. Je pense que je n'ai pas le temps pour en parler, mais je suis là pour toute question ou clarification. Merci pour votre attention. I'll follow the same way my previous moderators used, which is we'll wait for the questions until the three speakers are done, and then we'll open the floor for questions. So our next speaker is Huda Shakiri. Shall I say Dr. Huda Shakiri? Whatever in you Wire, want. for a long time. Whatever you want. Recently professor with us in Computer Science Department at Al-Ahwa University. And she, as I said earlier, is here to I would say she's talking as the engineer who contributed to the development of the solutions for SFRO Smart City project, because people at SFRO
for different reasons, declined our invitation. So please go ahead with that. Yes, good morning, everybody. Nice to meet you. I am happy that you answered our invitation by attending this conference. And I'm here removing my hat of professor at Al Akhawayn University, CS professor. Smart City project, not necessarily for SFRO, because I took the Smart City project of SFRO as a case study, but while you will see my slides, you will see that I'm giving also examples of what we have done in other cities in Morocco. So just to, before going into different, or exposing or defining the different components of Smart City that I use myself and that you will find in the literature, I want to give you a small introduction about myself, what I did in the past 2 decades. So when I graduated, I'm a proud alumna of IUI. I graduated from the School of Science and Engineering back in 2003 and joined the ICT4D Lab as an IT project manager, where I have personally collaborated in what we call the IFAS project. IFAS project was funded by the IDRC, International Development and Research Agency, that Canadian agency, that funded a research project back in 2004 to help digitize administrative processes in the city of Fes. This project has won at that time various prizes, including IMTIAZ 2006. IMTIAZ is the national prize for good government cities or initiatives in Morocco, a UN, African UN prize for good governance, and also another prize at the international level that was also delivered by the United Nations. And from that perspective, I started a company to scale up whatever we did in Fes to other cities. Here is where came SFRO project in the history. So to go back to Smart City components, let me expose to you the 6 components to have or to achieve a smart city. We have what we call smart governance, smart environment, smart people, smart economy, smart living, and smart mobility. So what do we mean with these components? Smart environment, it means that we need to have green buildings, use renewable energies, etc. I mean, to achieve some kind of smartness or intelligence when we are dealing with our environment. Smart living is to provide to citizens water, electricity, and watch everything and govern everything in a good way in order to, extract data and make decisions in the future. It includes also smart mobility for citizens, though my colleague Selma Karim mentioned this morning that Morocco is not like, we don't have a lot of big cities. 70% of the territory of Morocco is composed of rural areas. So when we talk about mobility, it does not necessarily refer to mobility like in, Casablanca specifically, or Paris, or those big city or more metropolitan areas. We have also smart people, and by smart people, we need to achieve like good education or smart education, smart health, and offer all these services in a smart way. We have also smart governance and smart economy. Smart economy, englobes the component of startups, employment opportunities, providing employment opportunities for citizens, but also smart governance, which is, and this is the component I will be talking about, and the component I will be focusing on, which is online services to citizens, and also providing the IT infrastructure to be able to provide those online services, but not only. So let me talk to you about my experience since 2004 and from where we did start. Dr. Kerbil yesterday in his presentation or keynote emphasized on 2 aspects, data and infrastructure. And when we started back in 2004, we did not have neither the infrastructure nor the data. So our first starting point is, what do we need to digitize? We need to digitize data about whom? About citizens, because the heart of any good smart governance
in any country is our citizens, information about those people, where they are born, where are they located, where their mobility. I mean, my colleague Nassima earlier presented, modernizing or digitizing the geographical information systems of the whole territory. I'm talking here about the aspects of citizens' life from their birth to their death. I mean, when they were born, where they are registered, what schools they attended until they are dead. And where do we find this information? Is in the what we call here in Morocco Bureau d'État Civil, which is an office that is under the prerogatives of the mayor of each city, who registers citizens' life events from their death, from their birth until their death. So this is what we did back in 2004, and we were able to digitize more than 5 million citizens' records in more than 53 cities in Morocco. If we take Sfro city as an example, it's like 300,000 citizens, or 350,000 citizens' records, including all information related to them. Of course, this process was done by moving from or digitizing the paper-based documentation of data about citizens to a database, to populating a database that helped us provide services to these citizens that request their birth certificates, their, I don't know how we call that, شهادة السكنة مثلا, residency certificates, etc. I mean, besides data or digitization of data, we needed also to install the infrastructure, because communes or municipalities do not have the necessary infrastructure. When I talk about infrastructure, it's computers, it's local network, whether it is wireless or wired. I mean, all this infrastructure needed to be there to be able to provide some kind of at least digitized services inside the municipalities. And then another level of digitization is to interconnect those offices between each other, while securing, of course, the exchange of data and providing services to citizens wherever they are, either from their homes or from inside the Bureau d'État Civil. So we moved, and you can see that in the pictures, we moved from a scenario like this, where citizens are crowded in front of the employees that process their services on a paper-based, to an employee using a computer to process the services requested by the citizens, and also to citizens that can request service directly from a digital kiosk that was deployed within the Bureau d'État Civil or local offices. Why this digital kiosk? Because we knew and we know over the years of experiences that we accumulated, that even citizens do not have access to internet. And we did have a portal, by the way, where we offered online services to citizens, but most of the citizens, did not have access to neither smartphones, neither computers from their homes to be able to request for services. So this is why this digital kiosk was there and was developed to offer like close services, online services to all requesters. So this was like done in collaboration with the ICT4D lab, or Information and Communication Technology for Development lab at Al Akhawayn University, and any city that wanted to digitize the process, where we developed, for the city of Sfro in particular, we digitized 6 offices that were interconnected, and in each office we have provided a digital kiosk to serve citizens' requests. Don't ask me whether the kiosks was used or not, because, basically they were not used in Sfro as a per se. However, we had data, and I will talk about that later, we had data
of cities who were using efficiently the kiosk and those who were not efficiently using the kiosk. And I can mention like the city of Stad that recorded the highest usage of the digital kiosk among all the cities in which it was deployed. Of course, to go back to the beginning of the history, when we started with Fez, then we moved to Sfro, then we moved to Meknes, and then Khribga, and then Stad. So it helped us scale up the initiative to more than 53 cities. This includes 150 bureaux d'état civil that were all connected. So basically, a citizen that is born in Sfro can also, if he is in Stad, can request for his birth certificates from online. But also, if he is, if he lives in Sfro, can request his birth certificates from the city in Sfro, even if he is not born there or not registered there. So even if he is registered in another city, that is within our initiatives. Of course, that includes Sfro, Fez, Khribga, Stad, and the cities that we digitized. Yeah. After that, what we did is, of course, a citizen portal. And I tried to access the the portal that we have developed for Sfro. Unfortunately, it was not up and running earlier. However, there was like up to 2020, I remember, just before the COVID, there was a very, very, documented, full of information and offering online services, city portal. For the city of Sfro that provided online services for at least the Bureau d'État Civil that was digitized, and some other services including grievance like Shikayet for enabling citizens to post their comments and questions and also requests and grievance for the city mayor to be able to process them by after that. Some of the other technology aspect or kind of services of the municipality that we have digitized as well is what we call le bureau d'ordre. And you have mentioned, Nassima, earlier, maybe Courrier. We have tried, also to use March at that time. The problem of deploying, and March was successfully deployed at the beginning. However, we have faced a very big problem of resistance to change. In this, in adopting, in having employees adopt the digital tool instead of keeping the paper-based process. So it was one of our biggest challenges at that time. We have digitized the Parc Municipal. Parc Municipal, for those who do not know it, is just this facility that holds all the cars of the municipality, where people need to go, and for people from the municipality, employees need to go and take a car for a certain service. So we have digitized the process of different people or employees that take car. We have records of who took it from which day to which day, and also all the processes of fuel. I don't know how we say that. C'est-à-dire les bons d'essence, etc. C'est-à-dire a traceability. We were able to trace all the consumption of fuel for those cars to avoid, and this enabled, of course, transparency, but also good management at the local level. Citizens' complaints, as I said, and a decision-making dashboard. This one was a tool, and it was, frankly, part of my doctoral or my PhD thesis. It was the decision-making system or a decision-making support system for mayors or city mayors to be able to see what's happening in their cities or in their municipalities and track whatever problems exist there, and make sure that we have good local governments that is achieved in their territories. So this is just a kind of photo of, okay, so this is a photo of the architecture of the integrated platform that we have developed for both the city of Sfro
and the city of Fes at that time, where we have all services located in one single, in servers. It's like cloud services that were located at Al Akhawayn University, and we gave access to all employees in the city to have access to record everything. Why did we choose to offer it in the cloud? It's because we lack of the expertise locally to maintain the servers and all the technologies that was deployed in the city. We lacked also of competences to maintain the equipment that was installed, etc. So we moved everything, and also it helps us to maintain the whole system over the years. And it includes also the system that digitizes the park. Also the kiosks. We started digitizing le marché de gros. But we could not finish it due to, again, résistance du changement problems. 2 minutes. I had many. Okay, let me just. Another component of what I wanted to present also is the training and capacity building. And we were able to train more than 100 employees over the years on many aspects. Digital literacy, good governance also, because they needed to know what is good governance and how can technology tools help them to achieve good governance. We trained them on management, on managing meetings, managing their departments, but also management of the community itself. And it's not only training employees, but also training the decision makers. And what I mean by decision makers is are elected people. Of course, the training did not include only the components of citizens and decision makers, it's also citizens, because we conducted a whole process to communicate with citizens, and we conducted many focus groups to enable or to communicate about the project or smart city project in Sfro, to explain to the population of Sfro what does it mean smart, because there was a lot of journal articles that were kind of attacking smart city projects in Casablanca, in other cities, and we needed to clarify and raise awareness among citizens on what is the right definition of a smart city. Okay, having all that in hand, many departments that were digitized, a lot of data at hand, and many offices that had the necessary infrastructure. So how can we take all this data and assess whether we are achieving good governance or not in those different cities? For that, we used what we call good governance attributes that was defined by the UNDP. Just to give you a small, not definition, but the list of the good governance attributes that we used. We used equity, responsiveness, accountability, transparency, efficiency and effectiveness, participation, rule of law, consensus orientation, and strategic vision. These are the attributes that were defined by the UNDP, that defined the good governance as defined by the UNDP. For that, we collected data from all the digitized processes that we did in the city, from department, all what they have, whether they are based on databases, Excel sheet, everything. And we have populated what we call a data warehouse, a data model that enabled giving us a dashboard that help us pinpoint all the problems and deficiencies and identify whether, for example, equity is met, transparency is met, etc. And we have mapped the UNDP indicators with what our system offers in terms of data and information. And those indicators, for example, for transparency as, if we want to see the definition or this measured indicator, it's the perceivability of workflows for citizens through automated service delivery, because the service is delivered automatically, and so it is perceptible by citizens. Can we say that we are achieving transparency this way? The system tracks that.
So the indicator indicates that there is transparency in the city. Rule of law, I mean, we have also this attribute that was measured. I'm sorry, 1 minute. Okay, so rule of law, we have the mapping. I will share with you the slides later. And also effectiveness and efficiency of the process or the service. And for that, we have measured how employees interacted with the system and how citizens interacted with the system, and all the data that was collected from the Bureau d'État Civil. Equity, are we serving all citizens that request services equally? How did we do that? We collected all data and we compared between how many women were served and the time span, because we were the system records the timestamps. Sorry, the timestamps of the requesters with their gender, age, educational level, etc. So I will jump on that. And yeah, these are some of the numbers that was depicted from the system, from 2011 till 2018. There is a comparison. In orange, you have the number of internal operations. It means that the use of the system by the employees. You did give more time to Nassima more than me. Because she's our guest. Yes. Okay, anyway. Okay, But so. she got you 20 minutes. 20 minutes. She got a little more than 20 minutes, but Okay, so thank you. thank you very much. Welcome. Thank you. Now our next speaker is Dr. Kteni. Without further ado, I ask him to go and present his speech. So where is Dr. Kteni? It's myself. I thought. Yeah, now we have 3 Ktenis in the school, so maybe I can't hear about another Kteni. Sorry? Yes, you could do that. But you would give me 5 minutes that I dropped from the time of Huda to say something important. 20 minutes? Before I start my presentation, this is and maybe out of the reports. I put here schizophrenia. Schizophrenia. What does this word mean? Double. So we say something and we do something else. What Huda presented, they recalled with some good souvenirs. We did all this together during about 10 years. And the idea was to prove that technology can enhance governance. And we did it. We developed the first platform ever to automate all the processes of the Bureau d'État Civil from A to Z, even from the hospital. When the baby got born, all its data were sent over wireless network directly to the city of Fez, the main record, the city office, with a very nice interface, Arabic, touch screen, kiosks, training to the employees, training with citizens, awareness of citizens. And the goal was not only the technology itself, but rather, technology is important to prove it, to demonstrate it. It was deployed in 35 Bureau d'État Civil in Fez, working, acknowledged by the most prestigious international organizations in the world, including the United Nations, ECOSOC, African Union, the Arab League. All these people not only acknowledged that, but gave us a word. They gave us a word which Huda holds somewhere in office. Now that office, sorry to say, became a classroom. And all this is to say, anything from a conceptual and theoretical point of view that someone could give or provide as insight, as guideline, as a recommendation to our government, and I'm really serious about that. Anything, it all has been said
and it all has been documented in formal reports. Thousands and thousands of publications, 3 books in 3 languages, Arabic, French, Spanish, English, recognized by the whole world, but never used in Morocco. Right? The example of Berkane is very, very, very important because it shows that problem of the continuity of the operations, the sustainability of the operations. In Berkane, they have a very strong governor, and they are lucky. They are extremely lucky. Unfortunately for Nassima and all, when the governor will not be there, it will be another story. I'm sorry to say that. It will be another complicated story. And I'm sorry to say, all this will collapse. All this will collapse, and we can talk about it in 2-3 years from now. Why I'm saying this? Because we did the same thing. We did the same thing. We built. She said they were the first to provide Muqaddam with the tablet. She was wrong because we did it much before them. We provided Muqaddam, Sheikh, all the gang, right? And with kiosks, with tablets, with mobile phones, with even in the whole city of Fez, we equipped them with a free WiMAX at that time. WiMAX is internet for everyone for administrative processes, right? So we did all this. It's documented, recognized by everyone, right? And today, and I'm skipping a lot of details. Today, the Minister of Interior, right? As we are talking, they say, don't take the platform of Al Akhawain University even for 1 dirham. We will be giving you soon the same thing. They've been saying that for 15 years now. 15 years, right? While cities like Fas, Meknès, who trust us, right? They got the system for free. You can go there and see it and ask the citizens, are you happy with that or not? They will tell you, oh, so happy that would like to thank Al Akhawain, all the gang, that. So this is just a parenthesis. It's the photo of Huda because she remembered me of these good souvenirs, all these good souvenirs. And also for Nassima to prepare the future. Where's my presentation? Where are the guys? Nobody's there anymore? Maybe here. And that's a nice also introduction to this presentation, if you want to open, because somehow the story that I told you about is not my story or Huda's story. It's also the Akhawain story, because from the day number 1, Akhawain wanted always to make a difference, to have an impact, and it has always that impact was mainly driven by research in ICT. So most projects led by Akhawain in the region were related to ICT, and then we realized that at the end of the day, for different reasons, we needed more mobilization. We needed more, a stronger support, not only from the community, but also at political level, at regional level. And that's how this idea of Ifrane Smart College Town came into the ground. So, so basically, we have 2 keywords there. We have college town and we have smart city. A college town is, you might know about this. It's not really something complicated. A college town is a little city, a big city where the universities, or one university, or several an access of universities are there, and they strongly impact the social and business life within the city where they are, right? We have basically 2 categories: the big
the big universities that have been around for 100 years, like Oxford, Cambridge, Durham, Louvain, Ghent, and the like. And you have also another category of smart college, very small liberal art colleges that are located in remote areas next to very small cities, and that's how we see Al-Akhawain, because that's basically how Al-Akhawain was thought of. His late Hassan II and his brother King Abdul Aziz, Fahd bin Abdul Aziz, had this idea to have this university in Ifrane specifically, not only to have a university, but also to pave the way of a smart college, right? So by design, by inception, Al-Akhawain was meant to be a college town. Now if we look at the territory, if we look at the relation, the population, employability, economy, we will all see that Al-Akhawain is very, very, very strong in the, not strong in terms of power, it's strong in terms of impact in the economy. Knowledge, yeah, definitely. And somehow we have a common destiny, Ifrane and Akhawain, as Mr. Mayor said it yesterday. Ifrane cannot prosper without Akhawain, and Akhawain cannot prosper without Ifrane. And we want also to have, if we are successful in implementing this project, it might also pave the way to other cities and other universities like UMP6 in Ben Grir. Maybe they could also do the same thing. But these were good things, positive things. But you know, all that university of Akhawain, you just put it in somewhere that you have this typical downtown situation, conflict with local population, and also there is no legal framework that states that Akhawain should be a college town and impact Ifrane, or the opposite. So they were evolving as two different entities. Indeed, there was some cooperation, and there is always some cooperation, but there is no legal framework as by today that says how this cooperation has to take place. So there was some up and downs, basically, between the two institutions. Now, if we look at the concept of smart city, we said Ifrane smart college town. Smart city, definitely, that we aim here is not the technology from the technological perspective, because if you look at the ranking of smart cities in the world, you will see that all the first ones are more smart in terms of their people, their health, their education system, and not necessarily in terms of infrastructure and AI and data. You can look at the ranking. So and from that perspective, we can somehow challenge ourselves and say, well, how can Akhawain University and Ifrane cooperate so that somehow we upgrade Ifrane so that maybe in 5 years it can be a smart city. So basically, a smart city is a city that is smart in everything. And clearly, this is not the case of Ifrane. It's not the case of Casablanca. It's not the case of Berkane. So each city tries its way to see how it can get the maximum of all these indicators, and and maybe excel in some of these. But definitely, if we drop maybe the top 10 best cities in the world, all the others will be doing good in these and less good in others. So what is this vision then? What is this vision? What do we want Ifrane to be? And that's the difference, as you will see, between our approach and Berkane's approach. So our approach is to ask someone from Ifrane and basically students and faculty of Akhawain who lived in our bigger city in Morocco, who lived abroad, who lived in college towns, in different, we'll tell them, well, close your eyes. Close your eyes. Make a dream about Ifrane.
Make a dream about it. And pick up 3 things that you would like us to work all together with the municipality and the prefecture to enhance them. Right? And look, this is what I dreamt of. This is what I dreamt of. So there is no governor here, there is no mayor, there is nobody is there. This is a citizen of Ifrane who has lived around for about 20 years, who is aware of what we have in other cities, who is aware of what have in other international cities. So what we would like to have in Ifrane, and I challenge anyone here, if he pick up any citizen in Ifrane to ask him, well, what do you want to have in this city? What he would cite would be in this list. I challenge you. So what we want is festivals, cultural program, art places, associations, students with citizens, thematic meetings and gatherings, sports for everyone, less poverty, less complaints and negative perceptions, more smiles, more business, no burden in public services, more gardening and green services, and circulation parking burden in peak periods. Right? And again, in the strategy of this project, that's exactly what we want to do. We want to sit with people and ask them about that and use, let's say, for every 2-3 years, the 5 priority that we have somehow the means to address. So that's, and Akhawain see itself as a catalyst along with the prefecture and the mayor, because as I said, you know, Akhawain alone is not enough. I'm not even talking about myself or yourself. Akhawain has a very important role in Morocco, very important politically. But you know, we had so many problems because we wanted only to upgrade our system out of our region, somewhere else, right? So it's not about one institution, one person. It's the whole governance system that need to agree on a particular direction, that is AI 4D or ICT 4D, and in our case, about smartness of the city. So we have been held in so many meetings with the mayor and the préfet and the GCL and Minister of Interior, up until now, we still don't have the full green light for that. We are still negotiating, right? Because what we want to do is, we don't want to have the problem of the mayor has not been elected. The new mayor will not sign, so there's nothing to do. Or if you are lucky and the mayor is with you and your friend, then the governor will not sign. Right? Not because he's bad or he's bad, because he was not involved since the number of days. This is not his strategy, so that's your problem, right? And even if you have the mayor and the governor, maybe the wali will not sign. Nobody talked about the wali, but it's very important. And they know about that in their province. They did not say it, but they know about that. And if you have the three of them, then you have the DGCL, and then you have the ministry. So with Mr. President Akhawain and many wise people, so we said we don't want to repeat the same mistakes, right? So we need to have a national plan, a national agenda about this smart city. So Casablanca alone will not be able to go much further, right? And I was in the committee of the UN who assess the local city portal, and I can tell you that I was not very proud of Casablanca. And I am in the committee who assess countries, the e-government index. I've been there for now 12 years, maybe the only expert who stayed there for about 6-7 mandates. And I'm not proud of what I see, because I know that in the ground, there is no impact. If you want any paper, then you need to fill pen and paper, to go to this one, to this one, to this one, to this one. Business is much better. Business, Maroc Telecom, the bank, they are doing well. But public services, health, education, you wanna enroll your kid in a school, forget about this digital file of kids that will follow him from one class to other for 11. You need to fill everything by pen and paper. Even
even your baccalaureate diploma, if you lose it, you lose everything. You don't have a digital record of it. They tell you have one original copy, that's it and that's all. Don't lose it, right? I'm not saying this to be critical, just to tell you there is some schizophrenia going on, meaning that everyone say, well, it's, we want to do, but when you look at the ground, there is nothing going on, right? You see, Huda, why I stopped you? I took you 5 minutes. I hope it was for the good cause. So basically what we want to do in IFRA and in this project, we'll see technology a little later. So we want to help people to develop their employability skills through computer abilities, through English, through communication, through CV elaboration, through interview techniques, through searching for a job, through critical thinking. And we know to do these things al-Akhawa. And we have programs, academic programs, and experts for that. Right? At least if we can do that in our region, in our, we have about 15,000 inhabitants in France, so it's feasible, right? Then we want to also allow the city to have a better position in terms of the tourism sector. You know, most tourists that come here come for 2-3 hours in their road to Marrakesh. So why would they keep in their head is that, well, this is a very clean city. So that these are for foreigners. For national, they come here in the summer, the city is crowded, they don't spend 1 dirham, they don't live in 1 dirham in the city. Because there is nothing to buy, there is nothing to, it's a city that has been that way for about 20, 30 years, no change. So our goal is to make the city a more attractive, more diversified, so that it can bring and drain some money for its local. And a very important aspect also is about internationalization, right? It does not make a sense that we are an English teaching university and most population there that do not speak English, don't understand even English. So what we want is to have some way to disseminate English speaking and display all over the city. So we have also projects for sport, projects for culture and art, projects for training seminars, for capacity building. And indeed, they have Huda and Dr. Ktani and many other technologists, crazy technologists, who wants to record the GIS. For your information, in 2005, even the device with the GPS and GSM was forbidden in Morocco. And we were able to build the whole digital map of the Middle Atlas region. And I remember Huda, that time was my student, and a number of other Korean students. They put GPSs in taxis, small taxis and big taxis, and they surrounded the whole region days and days and months, and then we got there XYs and we went to the lab. Remember, that lab is today a classroom, and then we got all the first digital map of the Middle Atlas in Morocco, which is still somewhere. But 10 years later, in the prefecture and in other ministries, they wanted to rebuild the same car, which we have. So we want to do some GIS, we want to record some data, we want to develop some, and we have evidence of that. It's all there. For SFRO, for STAT, for FAST, for Meknas, for this and that. So we have a lot of things to. Many of these solutions have been presented by Huda a little earlier, modernizing the IT infrastructure, art and cultures, sport, tourism, anything related to energy, irrigation, cleaning, gardening, green spaces, ecosystems, and the like. And these are all the solutions also that were presented by Huda a little earlier. Particular domains where we want to do a little better are related to health, learning, e-gov, e-business, tourism. And indeed, we'll not do that in one shot. It's impossible. Remember, we are trying to work hand in hand with all stakeholders. All stakeholders.
AY community, the citizens of Iran, the mayors, the municipality, the prefecture, the DGCL, the wali, and the minister. So we are trying to have a model, a governance model. And that's not so easy because, you know, the wali has some prerogative. He would tell us, why do you want me to give you this prerogative? This is me. I decide whether a GIS is useful for our region or not. She said it. The prefecture, the governor has a strong power. So when you are lucky and you have a good governor, you are lucky. If you are unlucky and you don't have a good governor, you will walk. You will walk. That's the term to use. So basically, this is what I had to share with you today. Thank you for your attention. And I'll give it back to Mr. Moderator to continue his work. Maybe he forgot it. Can we ask a question? I'll ask him. Thank you, Dr. Cheni, for this nice presentation. Enthusiastic. And now it's time for questions for the three speakers. Please specify whose speaker you are addressing your question to, so that directly he will or she will answer you. Thank you. We have 1, 2, 3 questions. I will start from the upfront. My friend Abdullah. So I will, yeah, hello. Yeah, so I'll, first, this is Abdullah Al-Hamid. I'm a managing partner, Intimate. My question will go from the end to the beginning. So the first question will go to Dr. Idris Kattani, and it's that there was a kind of a talk which says, in order to achieve smart city or town or whatever, you have to start with the community. So it's not a top-down approach, but top-down, bottom-up, and even across. So if we look at that part, would you think that a smart community might be a good approach for the university, rather than calling it smart city? It's just a suggestion. You know, the top-down approach or bottom-up approach, I think the best way, at least from perspective, is some mixture of both. Because if you just start from the ground and then you don't have any support at higher and the highest level, then you will stay in the ground. So in my view, and the model that my colleague Dr. Kattani presented earlier between Akhawain, the prefecture, the municipality, and the like, I think this is the answer to this problem of how to scale up local solutions. Because then, before we start the local work, we have the green light of the higher and the highest levels of the hierarchy, so that there is no surprise at the down the road. And I think this is one fundamental learning, lessons learned out of 15 years of experience and doing these things in this region, is that you really need to make sure that the governance model, with all its levels and its diversity, somehow supports you. So Mike, if you allow me, my comment in this area that if we're doing the top-down, which you are agreeing with it, top-down, bottom-up, and across. So top-down is the leaders, which we have to create an indicators for their empowerment. So maybe it might be a good idea for Al-Akhawain for the next phase of this plan, not to seeing it fading, but to see it even growing bigger, to have a 3 components, 3 dimensions. So one dimension is the top-down dimension. We put what is expected from there, and we measure the expectation, and then the top-bottom-up, and what is expected, and measuring those expectations. The across, which I'm talking here, the participation with NGOs, private sectors, which they're gonna, I mean, imagine if telecom company, for example. What is your fare, Abdullah? What is your fare? F-A-R-E. We are looking for someone to show us how to do this work. So, with a pleasure.
So if we can do this, I think it will be very easy because what's happened, you're going to have a multi-dimensional approach, which you're going to close the gap and score it. You're totally right, and that's what we are doing. We are trying to, as I told you, we are trying to do it because it's not easy. As I told you, anyone would tell you, I don't want that. I don't agree on that. Right? And somehow this is what is called in the literature the structure, the structures awareness, right? The structures awareness, meaning that all those who are the pillar of the system somehow needs to agree on that approach, so that if they change, the other one will tell you, oh, I've not been consulted. It's had to be by design, by the default. This is how you would act in this or this other project. But thank you for the questions, very interesting one. Yes. So, hello everybody. Thank you, Dr. Kouchani, Dr. Shakir, and Madam Nassima about this interesting presentation. So, Uwais is Leji. Uwais. So, I have two simple questions as following. So, I would just to know how the citizens talking, whether about Burkan or Safro citizens, accept this transformation, or if we can say this the digital transformation from a normal city to a smart city. And the second question is simple. Did you get a real support from the administrative interests of the city or the stakeholders of the city? Whether we're talking about moral support or more important financial support. Probablement lui poser la même question en français. Vous parlez français? Non. Ok. Non. Donc, peut-être, bien sûr, je comprends bien sûr. C'est juste que j'arrive pas à speak fluently in English. This is the problem. Vous pouvez répondre en français? Ok. Vous pouvez répondre à sa question en français? Je pense qu'il a posé la question est-ce que les citoyens au niveau de Barkhane ont bien adhéré au chantier de la transformation digitale? Est-ce qu'on avait eu de l'aide des supérieurs administratifs, etc. C'est ça? Donc, sûrement, l'expérience au début, c'était difficile, comme a dit Madame Houda. Donc, il y avait beaucoup de résistance de par les citoyens, parce que les citoyens ne comprennent pas le rôle de chaque administration. Il dit on n'a pas besoin du digital, on a besoin d'entreprises pour travailler, on a besoin de jobs, etc. Mais bien sûr, on va pas penser de façon à juste satisfaire ce que le citoyen veut lorsqu'il ne comprend pas ce que vraiment il veut. Donc par exemple, si on cherche de l'employabilité au niveau de Barkhane, donc si on a un environnement déjà propice pour avoir des investissements là-bas, ça serait déjà le chemin vers l'employabilité au niveau de Barkhane. Donc la résistance aussi a été au début par les fonctionnaires. Donc je confirme ce que vous avez dit, mais heureusement, alhamdoulilah, nous avons un gouverneur très je ne trouve pas le mot, parce que savez-vous que par exemple pour le courrier électronique, il y avait la dématérialisation du courrier, mais parallèlement il y avait le courrier papier, parce qu'on ne peut pas passer directement au digital ou bien à la dématérialisation. Donc il refusait catégoriquement tous les paraphares. Donc lorsqu'il avait le paraphare au niveau du cabinet du monsieur le gouverneur, automatiquement il refusait et renvoyé aux divisions et services pour que ceci soit sur l'application tout d'abord et par la suite on fait la signature. Donc aujourd'hui, les choses ont changé. Et surtout lors du Covid. Pourquoi? Parce que c'était la première fois où les citoyens ont touché l'importance du digital. Lorsqu'on avait beaucoup de files d'attente pour avoir l'autorisation de quitter le territoire ou bien entre villes. Et c'est là où on a commencé une petite expérience en mettant des formulaires en ligne et aussi de back-office
niveau de la province pour traiter ces demandes-là. Et je vous assure qu'au bout de 3 jours, on avait 9000 demandes sur le système. Donc, les gens ont commencé à appréhender, ils ont commencé à voir l'impact de la digitalisation au niveau de la province. Et aussi, lors de la prise de décision, c'est pas mal de fois, il y avait des douars qui ont été marginalisés, malheureusement, à cause, comme j'ai déjà dit, des élus qui parfois ciblent leurs partisans. Donc, monsieur le gouverneur a mis fin à beaucoup de choses. Et aussi, par exemple, lorsqu'il y avait beaucoup de reproches, ou bien il y avait des personnes qui se rassemblent à la porte de la province pour réclamer le non-accès, par exemple, à l'eau potable, etc. Donc, beaucoup de fois, il y avait des décideurs qui disent « Ah oui, nous sommes sur la route, et non, c'est pas un problème, on a une vanne ici, on va ouvrir. » Mais monsieur le gouverneur, à chaque fois, il projette la carte, par exemple, relative aux vannes où nous avons, et il invite le responsable de l'ONE ou bien de l'ONEP, où est-ce que vous allez intervenir, montrez-moi ce que vous allez faire, etc. Donc il y a une forte... Je donne un autre exemple pour les projets de mise à niveau. Donc nous avons un ratissage quotidien avec le drone, aussi bien de façon vidéo que de façon mosaïquage. Donc les vidéos, chaque mercredi, on a des réunions pour voir la des travaux sur terrain. Donc, à chaque fois, il y a toutes les sociétés qui sont engagées dans un marché, par exemple, d'une voirie ou bien d'un boulevard ou bien d'un espace vert. Et grâce à la vidéo drone, monsieur le gouverneur, il lance la vidéo. En même temps, le mosaïquage, il dit « Qu'est-ce que vous avez fait là ? Pourquoi j'ai demandé de faire ça ici alors qu'il n'a pas été fait ?» Parfois, il y avait des travaux qui se faisaient pendant la nuit. Et lorsqu'on fait le ratissage, on fait le traitement pendant la nuit. Donc, il n'y a pas cette image sur la carte. Et le matin, ils disent « Non, on l'a déjà. » Mais monsieur le gouverneur, il dit, donc vous l'avez fait pendant la nuit, pas mal de fois, ça a été comme ça. Donc, le citoyen a commencé à avoir l'impact de la digitalisation pour avancer et pour surtout la transparence que nous cherchons. Bien sûr, on ne peut pas arriver à un service électronique à 100% dès maintenant, parce que c'est un long processus. La smart governance, juste une composante qui va prendre tellement de temps. Et heureusement, grâce à M. le gouverneur, on arrive à le faire. Pour les supérieurs administratifs, comme a dit M. Koutiani, donc, il y a bien sûr des visions différentes. On ne dit pas ce ne sont pas des ennemis, mais ce sont ils ont leur priorité. Voilà, mais chacun a sa priorité. Donc, par exemple, un gouverneur qui veut travailler sur le social, sur tout ce qui est société civile, un autre qui veut travailler, je ne sais pas, sur la mise à niveau, etc. Donc, chacun a ses priorités. Mais malheureusement, franchement, on voulait bien que les supérieurs nous aident beaucoup plus. Parce qu'on était dans l'obligation de faire des choses avec les moyens de bord. C'était très difficile. On passait des nuits, je vous jure qu'il y avait beaucoup de nuits qu'on passait à la province jusqu'à 15h, 16h, plutôt 3h et 4h du matin en train de collecter, de traiter, etc. En train de faire des auto-formations, parce que vous savez, il n'y a pas assez d'ingénieurs et assez de data science différents. Je m'excuse si j'ai pris beaucoup de temps. I have to shortcut it at this level because I have a lot of indications from my colleague Rana that it has to stop right now. I cannot displease her. So if you want to carry on, I don't have a problem, but lunch is being served, so finish and then... Okay, bring our dishes here. So we can take one extra question. But those who wants to leave to go for the lunch, they can do this so that we not penalize everyone. No, right? I just want to reply to Owais's question, and I'm giving another perspective. Citizens do not resist to change if you provide them with the tools that answer their needs. For example, in the case of SFRO, stats, etc., the kiosks that we were providing were adapted to people that are digitally illiterate and also provides instructions in both dialects, Berber and Arabic, dialectal Arabic. So the problem of technology was not it enabled for citizens to interact with the technology. But the problem, and this is why I mentioned earlier stats and different municipalities,
citizens were requesting to request. I mean, we're looking for the kiosk. We want to, look for information, and we want to look from the kiosk. But where is the kiosk? It's hidden by some officers and some employees behind some doors, because the employees rejected the technology and did not want the citizens to use this digital kiosk. So the problem was not citizens, because citizens were requesting access to. I mean, it depends. It depends on. As soon as you provide me with services that are quick, not costly, etc., I will accept. But if you touch my territory or my interests, I will reject it. So this is the other perspective. So. Juste une petite question, Rachid Haddouchan, représentant de la CNDP. Donc, il y a un dicton de M. Omar Sorochni, qui est président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Pour vivre digital, il faut respirer protection de la donnée à caractère personnel. Tout projet de Smart City implique systématiquement une utilisation et une exploitation des données à caractère personnel. C'est à travers les différentes technologies utilisées dans le cadre de tels projets. Donc, consolider la confiance numérique et renforcer la protection des données à caractère personnel est un préalable, on va dire indispensable à cette transformation digitale et à tout projet de Smart City. Est-ce qu'il y a des études d'impact ou études de risque concernant les Smart Cities par rapport à la protection de la vie privée, et ce, dans le cadre d'une vision de protection dès la conception et par défaut, privacy by design and by default? Merci. C'est pour moi ou pour les... Je vais vous répondre avec mon chapeau de professeur qui est fervent défenseur de la technologie pour soutenir la gouvernance et l'économie. À mon avis, le problème de sécurité de données, il est important. On ne peut pas le nier. Mais on ne peut jamais le mettre en avant pour dire qu'on ne fait rien. Et donc, tout en comprenant et en respectant, en appréciant votre question, et en reconnaissant qu'elle est très importante et qu'il faut l'adresser, que l'aborder, je dis en parallèle à tout ça, malheureusement, il y a beaucoup de preneurs de décision qui se cachent derrière les problèmes potentiels de la technologie et disent « Ah non, on ne fait pas ça parce que c'est ça ». Et pour moi, ça, c'est un grand frein. Pourquoi je dis ça? Parce que de toutes les façons, nous ne sommes pas un pays très développé. Alors moi, je fais confiance au Japon, au Canada, aux États-Unis, à la Finlande. Tous ces gens-là ont des villes intelligentes. Et ils ne sont pas si mal que ça. Et donc, oui, il faut améliorer ça, oui, il faut travailler ça, mais ça ne devrait absolument pas être un frein ou un obstacle pour plus de développement du digital au Maroc. Mais ça, c'est mon point de vue. Merci. Just a small comment on what you said, that smartness happens from the person himself as well, not only with the impact of the government. So you can bring the most advanced technologies that people might not use. So even if you're not in Canada or Europe, whatever, he can be a very smart culture person. Sure. Thank you, Abdullah. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, C'était le troisième, c'est ça. oui. Je vous donne en priorité le microphone. En français ou en... To you, we are open for both. Je ne sais pas si... oui, vous m'entendez? Oui. You hear me? Yeah, my name is Nadir Sinisser. I work, I'm a president of an NGO in Morocco, and I work specifically in the waste area, so it's called Zero Waste. And the question I had is specifically, so there are three questions and it's going to be fast, but la première c'est pour vous, c'est, I'll say it en français ou en anglais comme vous voulez. En français pour vous. Donc l'idée, c'est que vous avez fait un super travail depuis 5 ans. Est-ce que vous avez un guide de bonnes pratiques pour donner aux autres provinces, primo? Et donc, c'est-à-dire que pour éviter de recréer la roue,
Ça, c'est la première chose. Je sais que deuxièmement, ça dépend de beaucoup de chapeaux qu'il y a au-dessus, qui protègent la chose. Mais pour ne pas revenir en arrière, si vous avez ces bonnes pratiques, même s'il y a des changements dans 2 ans, 3 ans, eh ben ça pérennisera l'affaire et ça pérennisera pour les autres provinces. Ça, c'était ma première question. The second one is for you is, if you compare the experience with Sefru and Berkane, and you say, this is, today it exists, and 5 years later it's still working. And in Sefru it looks like it's not really working. So the idea is comparing that and saying, where did we fail, or in the process, and how can you improve the process so it works in Sefru for the next time? And the last question is for you, of course. The idea of no, schizophrenia, when you were saying, isn't it just the fact that we have different speeds in Morocco in everywhere? And I work locally, very small, in a small town, and I know that some things are working fast and some things take time. So today we have a great example with Berkane that is working, and we have other bad examples that we know that are not working or that are regressing. And the idea is just to take pilots like Berkane and try to build on it, not to rebuild it, just to basically have a basic and then to adapt it to all different situations. Can we have a governance model going through this? Because when you were saying at the end, I know you said you're depending on different stakeholders and different decision makers. But the idea, and at the end, if this decision maker is not here in a couple of years, then it changes. How can we make it foolproof so that the whole system in Morocco, and even the government and the whole political system in Morocco is based on persons? How can we make it so it's based on regular, so it has sustainability for years to come, so that we avoid getting back after building things? Can I start with your last question? Yeah. And then, because the whole issue here is sustainability of the solution, gain of efforts, because we would base our work on what has been done in the past, and lessons learned. And in 2008, when Al Akhawain won the UNDP prize, it was for the roadmap towards e-government for good governance. And there is a whole roadmap there. And that roadmap has been awarded by the Prime Minister at that time of Morocco, who was Jotto, right? It's just to tell you, it's not because don't understand it as we are perfect. No, we are scientists, and we said all what we could have said. And up until today, there is no single no argument. When we talk about data, yesterday was all the debate of data. I did not ask questions because there were so many. How can you have data? Because when they talk about data, they don't actually what they assume it's about information. It's not it's already digital, and it's already put in a database and data warehouse, etc., so that we can interpret it. Now, how about situations where you don't even have the data manual? How about situations where 90% of your data is still manual? How about situations where your birth certificate is still written in Turkish script in some small city? How can you apply AI? Right? And the story is long, but at the end of the day, if you don't have this governance model that strongly support digital governance, or at least digital supports to governance, or digital use to promote development, if you don't have this strong leadership, right? I am sorry to say it will always fail. And there, in my perspective, there is just nothing to do about it. And I have evidence about that, scientific evidence. I'm sorry to have been that... I mean, Sefrou's case and other cities' case, I did not say that it failed. It succeeded for a period of time, and it regressed because there was a change in leadership.
Ah, j'aime bien le terme qu'elle a utilisé, une course. Alors, elle est très courageuse pour dire ça. Pourquoi dire ça? Vous êtes très courageuse. Parce qu'on sait, oui, on est conscient de ça parce que moi aussi j'étais affectée au niveau de la province bien avant Monsieur le gouverneur Ali Habouha. Donc j'ai vécu avec un autre gouverneur où le digital n'était même pas présent dans ses préoccupations. Et bien sûr, comme j'ai dit, c'est une priorité pour chacun. Mais ce que je veux dire, c'est que Monsieur le gouverneur essaie à tout prix d'implémenter la culture du digital chez les fonctionnaires, chez les citoyens, chez la société civile, chez tous les acteurs. Pourquoi? Pour qu'ils arrivent à sentir l'importance et que c'est eux qui prennent la relève après son départ. Et heureusement, il y a certains, bien sûr, pas tous les axes sur lesquels nous avons travaillé, il y a certains axes qu'aujourd'hui, c'est eux qui réclament leur existence. Surtout tout ce qui est relatif aux drones, tout ce qui est relatif aux SIG. Maintenant, ce sont les caïds qui demandent, s'il vous plaît, on veut ça sur tablette, on veut des enquêtes digitalisées, on veut faire des statistiques par la suite. Certains citoyens, lorsqu'ils arrivent à la province, ils disent, nous avons entendu parler d'un courrier électronique, on veut le voir sur le système. Pourquoi il est bloqué, surtout avec les MRE? Exactement, exactement. Non, je ne dis pas qu'on va continuer, je ne sais pas, avec cette ampleur, parce que vraiment, les axes sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est tellement grand. Mais quand même, il y a des axes qui vont pérenniser. C'est ce que... Je peux vous garantir ça parce que l'état civil, il est périn dans toutes les villes dans lesquelles il a été implémenté. Parce que c'est devenu demandé par les citoyens. Exactement. Ils cherchent la transparence. Ils veulent la transparence. Maintenant, le rendre transversal dans tous les départements, ça c'est difficile, sauf si on change la culture. C'est question de culture digitale au sein de la commune ou la province ou le territoire. We need to, now it's the moderator who is hungry now, so we need to go and get some things. So thank you for this exciting discussion, and we'll continue with the next session, inshallah. Thank you. Thank you. It was an energetic talk, huh?